Nous allons commencer la cérémonie de commémoration du jour de la Shoah. Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller administratif et maire de la ville de Genève, Madame la conseillère administrative et maire de la ville de Carouge, Monsieur le conseiller national, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités religieuses, politiques et diplomatiques, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes particulièrement sensibles ce soir à votre présence qui donne toute la mesure de l'importance de cette commémoration du jour de la Shoah. Ce jour éminemment spécial et particulier de souvenirs, de recueillement et de prières en mémoire des victimes de la Shoah et de la barbarie nazie nous rappelle les exigences du devoir de mémoire. Qui mieux que Primo Levi, marqué par le fer de la déportation, ne peut par ces quelques lignes nous rappeler que dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. Nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous devons comprendre d'où elle est issue et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut recommencer. En fin de compte, garder la mémoire de la Shoah, c'est lutter contre toutes les formes de discrimination et d'intolérance. C'est un message élargi, nécessaire et toujours, aujourd'hui, encore plus d'actualité. Avec les adresses des autorités politiques, nous partagerons et nous vivrons 3 temps forts. Tout d'abord, l'allumage des bougies. Dans un deuxième temps, un hommage à notre ami Laszlo Somogy-Singer, qui l'année dernière encore participait à l'allumage des bougies et qui nous a malheureusement quittés. Et, bien entendu, en troisième lieu, une adaptation théâtrale du journal d'Edenberg, qui est un journal en équivalence avec celui d'Anne Frank, mais qui n'est pas le résultat et la conséquence d'un enfermement comme cela était le cas pour Anne Frank, mais d'une jeune femme de 20 ans qui, toujours vivant dans le monde et totalement assimilée, a vu son judaïsme lui revenir de manière extrêmement brutale et tout simplement pour finir dans un camp à Bergen-Belsen juste avant la libération. Tous ces moments, nous les partagerons entrecoupés de moments et de notes musicales. Je vous demanderai cependant de ne pas applaudir pendant toute la cérémonie. Je vous remercie. Nous allons débuter par une note musicale qui est Nuit étoilée de silence, composée par celui qui a lui-même composé le chant des partisans.
Gezielt, geschossen und getroffen, hat ihre kleine Pistole an alle Kaufungen entworfen. Verraten hat sie mit einem Kohl an alle Kaufungen entworfen. Verraten hat sie mit einem Kohl. Verdorrt von Wageroi gekrochen, mit schnell wir alle euch zu holen. Gemutet und Tränen gezogen, war unsere neue Parteien dort. Gemutet und Tränen gezogen, war unsere neue Parteien dort. Président du comité d'organisation, de bien vouloir nous adresser quelques mots de bien. Madame la conseillère d'État Michel Kunzler, représentant le gouvernement de la République et canton de Genève, Mesdames et Messieurs les députés genevois aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Madame le maire de Carouge, Mesdames et Messieurs le maire et conseiller administratif, Excellences, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses et universitaires, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations, des communautés et des associations, Mesdames et Messieurs, au nom du comité d'organisation que j'ai l'honneur et le plaisir de présider, je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir commémorer avec nous Yom HaShoah. Je vous souhaite à tous la bienvenue. La notion de mémoire et de commémoration des événements fondateurs et formateurs de nos peuples est ancrée dans nos traditions millénaires judéo-chrétiennes. La Torah, dans Deutéronome, nous ordonne « Zachor et asher asa lecha Amalek » « Souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek ». On doit se souvenir de ses méfaits, les effacer de la terre et apprendre pour le futur. Nous jeûnons 4 fois par an pour nous rappeler de la destruction du premier temple de Jérusalem il y a 2500 ans. À chaque mariage juif, événement le plus heureux, nous cassons un verre Zecher la-Khurban en mémoire de la destruction du temple. Nous associons ainsi à la joie personnelle le souvenir d'un traumatisme national. À plus forte raison, nous devons commémorer cette tragédie nationale récente, la perte entière de notre peuple, mais aussi ce déferlement de folie qui est à l'origine de la mort de millions d'êtres humains. Cette obligation de ne pas oublier n'a pas seulement un but historique. Ce devoir de mémoire et de commémoration nous enseigne le message universel de la Shoah, qui est plus que jamais d'actualité. Il permet aussi d'éviter la recrudescence d'actes engendrés par la folie humaine. Ce devoir de transmission nous incombe à tous. Les événements récents de par le monde, le massacre d'enfants à Toulouse, d'innocents à Montauban, la barbarie en Syrie ou au Soudan, les provocations du régime totalitaire iranien qui nie la Shoah et appelle à la destruction d'un État souverain, sa folle course à l'arme nucléaire qui peut replonger le monde dans l'abîme, ainsi que l'augmentation des paroles et des actes antisémites et racistes, nous rappellent l'importance de notre commémoration. Nous devons nous rappeler sans cesse que les dérives de la parole et l'incitation à la haine, ainsi que toute forme de racisme et de discrimination, peuvent conduire aux pires crimes contre l'humanité. Alors que nous nous recueillons en souvenir du plus grand drame humain de l'histoire, nous devons faire un travail de réflexion et agir pour que cela ne se reproduise plus
de quelque manière que ce soit. Les victimes de la Shoah nous ont légué le devoir sacré de rappeler leur mémoire et le message universel de leur tragédie. Ellen Baer, dont le journal est à l'honneur ce soir, dit clairement « J'ai été brusquement la proie d'une impression, qu'il fallait que j'écrive la réalité. Écrire et écrire comme je le veux, c'est-à-dire avec une sincérité complète. Il faudrait donc que j'écrive pour pouvoir plus tard montrer aux hommes ce qui a été notre époque. Je pense à tous les déportés, à tous ceux qui gisent en prison, à tous ceux qui auront tenté la grande expérience du départ, mais chacun, dans sa petite sphère, peut faire quelque chose. Et s'il le peut, il le doit. Madame Henriette Job, nièce d'Hélène Baer, que je salue, va nous raconter l'histoire du journal publié en 2008. L'année passée, nous avons rendu hommage à mon prédécesseur, Madame Ruth Fayon Zichronah Livracha. Cette année, nous rendons hommage à M. Laszlo Somogy-Singer, Zichrono Livracha, qui nous a quittés récemment. Tous deux ont œuvré sans relâche pour transmettre ces messages. Nous nous demanderons de plus en plus comment commémorer en absence de rescapés de la Shoah et des témoins directs de cette époque. Comment commémorer au moment où la mémoire cède sa place à l'histoire. Nos efforts doivent se concentrer sur l'éducation et l'enseignement de la Shoah et de son message. En effet, l'éducateur essaye de donner un sens à l'histoire. Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, vient d'inaugurer le nouveau bâtiment de l'École internationale pour l'enseignement de la Shoah. À travers les amis suisses de Yad Vashem, une collaboration a été créée avec les universités et écoles polytechniques de Suisse orientale pour la formation des enseignants. La CICAD fait la même démarche en Suisse romande. Ces efforts doivent être amplifiés. J'aimerais remercier Mme Gila Kessus pour la mise en scène de l'interprétation théâtrale du journal d'Hélène, ainsi que M. Stefan Freiss, M. Michel Thoman et les autres acteurs. J'aimerais également remercier les membres du comité issus de communautés juives de Genève qui organisent cette commémoration, les généreux donateurs et les bénévoles pour leur soutien. Nous vous remercions de votre présence qui nous permet ce jour, inspiré par l'esprit de Genève, de pouvoir clamer d'une voix unie et forte ce message universel appris de la Shoah, plus jamais ça. Nous allons procéder à la cérémonie de l'allumage des bougies. Je vous demande de bien vouloir vous lever. Et durant la préparation de la cérémonie, nous aurons encore une note musicale qui s'intitule « Ma sœur Haïm ». Meine
Schwester Halle mit grünen Augen, meine Schwester Halle mit die lange Haar. Die Schwester Halle, was hat mich der Mann, ist Nacht nicht alt, wenn kein Zentrum. Sie hat geräumt, gekocht, gelangt, dort Essen, sie hat gezwungen und gekleidet. Noch spielen die Fliegen, hat sie getragen, die Schwester Haie mit die schwarze Tee. Meine Schwester Haie mit die Augen grüne, Adeit und hintere Blicke wie verbrennt. Und ich bin in der jüdischen Medine, der Samen letzte Hoffnung. Ich meine Lieder, in denen die Schreckliche von unserer Zeit, bei Gott allein wir was jetzt in Himmel sieht sie bei sein rechter Seite. Schreib ich meine Lieder, in denen die Schreckliche von unserer Zeit. Allein wir im Himmel bei sein rechter Seite. מלא רחמים. Treblinka, my
יגמנה בכל מחנות השמד. ברור שאנחנו בניהם ובנויסיהם, אחיהם ואחיותיהם, מתפללים ביד הסורס נשמוסו. Je vous demande de respecter une minute de silence en mémoire des gens qui ont disparu et que l'on n'a jamais retrouvés. Je vous remercie. Avant l'adresse, vous pouvez vous asseoir. Avant l'adresse des autorités, par ordre chronologique, Madame la conseillère administrative, le maire de Carouge, et par la suite, Madame la conseillère d'État, représentante du Conseil d'État. Le morceau se nomme Moïde Ani, je te rends grâce. Moïde Ani, Moïde Ani, Moïde Ani, le fonds
Moedani, Madame la conseillère administrative, Madame la maire, merci de vos mots. Messieurs les ambassadeurs et les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des autorités politiques, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des autorités religieuses, ecclésiastiques et universitaires, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des communautés israélites de Genève, Mesdames et Messieurs, c'est avec un très grand plaisir et beaucoup d'émotion que je vous adresse ce soir ces quelques mots à l'occasion de cette soirée de recueillement qui marque la journée du souvenir de la Shoah. Il me tient tout d'abord à cœur de vous souhaiter la bienvenue en cette salle des fêtes de la ville de Carouge et de vous apporter les chaleureuses salutations des autorités de notre ville. C'est également, pour moi, un très grand honneur de vous accueillir à Carouge, cette ville qui, depuis sa création, a toujours été cosmopolite et ouverte à toutes les religions. En effet, dès 1782, Carouge accueille la communauté juive, notamment celle en provenance d'Alsace. Non seulement les Juifs peuvent dès lors s'établir et travailler librement à Carouge, mais bénéficient également des pleins droits de la citoyenneté carougeoise. Une synagogue sera aménagée dans l'immeuble du comte de Verrier, et suite au décès d'un enfant, les autorités carougeoises concèdent aux Juifs un espace pour les ensevelissements. Si la synagogue a aujourd'hui disparu, en revanche, le cimetière israélite continuera à remplir ses fonctions en accueillant les défunts tout au long du XIXe siècle.
Ainsi, ce lieu fait figure d'exception puisque le droit actuel genevois n'autorise pas de cimetière confessionnel. Aujourd'hui encore, le cimetière juif de Carouge matérialise de façon pérenne l'esprit de tolérance qui nous est si cher et que j'estime devoir être à la base de toute société. Mesdames et messieurs, nous sommes en ce jour de commémoration de Yom HaShoah, toutes et tous réunis pour nous souvenir. L'Europe s'est trouvée, voilà plus de 70 ans, plongée dans un cauchemar dont nous continuons à porter la honte et l'angoisse. Tout ce qui faisait l'honneur de l'homme fut piétiné et le peuple juif connut l'enfer. De nos jours, le combat contre la barbarie que les justes, les résistants et les juifs eux-mêmes ont initié doit se poursuivre afin d'enrayer la montée de violence et la banalisation d'actes antisémites qui ont malheureusement augmenté en 2011, comme le relève le dernier rapport de la CICAD. Un seul acte antisémite sera toujours un acte de trop, un acte inadmissible. Mais le combat continue, contre les actes, mais aussi contre les mots. La parole soulève plus de terre que le fossoyeur ne le peut, disait René Char. Parce que les mots sont lourds de sens, notre devoir est de nous opposer aux mots qui incitent à la haine. Il faut donc rester vigilant, toujours. Cette attention permanente, nous en puisons la force dans le terrible souvenir de l'Holocauste, dans notre engagement à ce que l'on n'oublie jamais qui étaient ces personnes et ce que l'on leur a fait. À l'heure où les témoins de ce drame disparaissent, je pense notamment à Raymond Aubrac qui nous a quittés il y a quelques jours, le devoir de mémoire me paraît d'autant plus important. Il ne suffit pas de dire « plus jamais ça ». Il faut continuer à œuvrer contre l'oubli, ou pire encore peut-être, contre l'indifférence. Il est de notre devoir à toutes et tous de lutter contre les tentatives d'oubli, de banalisation ou de falsification, contre toutes celles et ceux qui cherchent à gommer une vérité insoutenable. Cette journée de commémoration s'inscrit dans cette optique et je tiens à vous en remercier. Enfin, permettez-moi de remercier aussi le comité d'organisation d'avoir une fois de plus choisi Carouge pour partager tous ensemble ce moment très important de commémoration, de paix et d'émotion qui s'accompagnera tout à l'heure de la représentation théâtrale de la pièce tirée du journal de Lemberg. Je vous remercie de votre attention. Madame la maire, merci de vos aimables mots et de la profondeur de votre propos. Et nous vous remercions encore de nous accueillir cette année à Carouge. J'invite Madame la conseillère d'État à nous délivrer son message. Excellences, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Monsieur le maire de la ville de Genève, Madame l'ancienne présidente du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les maires des communes genevoises, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs. Faire mémoire de la Shoah, c'est être confronté à l'incompréhensible. Quand Primo Levi, jeune résistant, arrive à Auschwitz à la fin du mois de juillet de février 1944, c'est l'incompréhensible qui le prend à la gorge. Privé de sa liberté, privé des siens, dépouillé de ses vêtements, dépouillé de son identité même, puisque on remplace son nom par un matricule. 174 517. Il se découvre déjà exterminé, c'est-à-dire renvoyé en dehors des limites du monde des vivants. À Auschwitz, c'est le monde où il n'y a pas de pourquoi. Dans Si c'est un homme de Primo Levi décrit cette scène, banale peut-être aux yeux de millions de crimes de la Shoah, mais si terrible quand on prend la peine de s'y arrêter.
Je le cite. Poussé par la soif, j'avise un beau glaçon sur l'appui de l'extérieur de la fenêtre. J'ouvre. Je n'ai pas plutôt détaché le glaçon qu'un grand et gros gaillard vient à moi et me l'arrache brutalement. Warum? Dis-je de mon allemand hésitant. Hier ist kein Warum. Il n'y a pas de pourquoi, me répond-il en me repoussant rudement à l'intérieur. Faire aujourd'hui mémoire de la Shoah, c'est d'abord renoncer à dire pourquoi, là où il n'y en a pas. C'est d'abord faire preuve d'humilité, car rien ne permettra jamais d'expliquer que des êtres humains en sont venus un jour à considérer que d'autres êtres humains comme de simples choses à utiliser ou à détruire. Je pense à un autre épisode de Si c'est un homme, quand Primo Levi évoque un déplacement de l'usine de chimie au camp de concentration. Il est escorté par un certain Alex, son capot. Pour rentrer, il faut traverser un terrain vague, encombré d'eau-poutres, de treillis métalliques empilés les uns sur les autres. Le câble d'acier d'un treuil nous barre le passage. Alex l'empoigne pour l'enjamber, mais le voilà qui jure en regardant sa main pleine de cambouis. Entre-temps, je suis arrivé à sa hauteur. Sans haine, sans sarcasme, Alex s'essuie la paume et le dos de sa main sur mon épaule pour se nettoyer. Et il serait tout surpris, Alex, la brute innocente, si quelqu'un venait lui dire que c'est sur de tels actes. Aujourd'hui, je le juge, lui et ses nombreux semblables, grands et petits, à Auschwitz et partout ailleurs. Faire mémoire de la Shoah, c'est rappeler cette entreprise de déshumanisation qui a conduit des êtres humains à Auschwitz et partout ailleurs à considérer des autres êtres humains comme de vieux chiffons sur lesquels on peut s'essuyer, on peut essuyer son cambouis avant de les éliminer comme des marchandises usées. Personne parmi nous ne peut rendre la vie à ceux à qui on l'a volée. Nous pouvons en revanche faire tout ce qui est en notre faible pouvoir pour rendre leur humanité à ceux à qui on l'a volée. Aucune personne arrêtée par les nazis puis enfermée dans les ghettos n'est une chose. Aucune de celles qu'on a assassinées dans les fosses et dans les chambres à gaz, aucune de celles qu'on a réduites à de leur force de travail n'est une chose. Chacune d'entre elles est à jamais une personne humaine à part entière. La Shoah est une tragédie du passé, mais la haine de l'autre est toujours, en 2012, un crime contre l'humanité. Chaque fois qu'un être humain en tue un autre parce qu'il est de telle religion, de telle origine, de telle couleur de peau, la haine de l'autre est une tragédie du présent. Quant à Toulouse, à quelques centaines de kilomètres de chez nous, on assassine un homme et ses enfants pour la seule raison qu'ils sont juifs. Quant à Genève, on parle des Roms simplement comme des déchets sur les trottoirs, c'est inadmissible. C'est une tâche essentielle de l'État que de protéger la dignité humaine partout où elle est bafouée. Au-delà des 1000 activités politiques qui font notre quotidien et sur lesquelles nous ne sommes pas toujours d'accord, je puis vous assurer, au nom de l'ensemble du Conseil d'État, que la protection et la dignité humaine sont au cœur de nos préoccupations. Cette tâche implique une attention sans relâche pour débusquer tous les dérapages qui pourraient conduire, malgré les terribles leçons du passé, à voler leur humanité à des groupes humains. Xénophobie, racisme, antisémitisme. Cette tâche implique aussi que soit gardée, avec le respect, la mémoire de toutes les victimes de cette entreprise de démolition de l'humanité qui a été la Shoah. Je vous remercie de votre attention.
Merci Madame la conseillère d'État pour votre propos et l'émotion et la réflexion qui s'en dégagent. Nous allons maintenant rendre hommage à Monsieur Laszlo Somogyi-Signer. Deux formes, deux expressions, un film qui retrace brièvement qui était notre ami Laszlo et un propos du grand rabbin Raphaël Gage sur l'homme et sur, je dirais, l'intérieur, ce qu'il a connu de lui et de quelle manière il a vécu cette relation avec notre ami Laszlo Somogyi. Et donc, je prie, je crois qu'il y a un film, j'aimerais savoir où est l'écran. Parfait. Je suis né en Hongrie, j'ai vécu en Hongrie jusqu'à 1956 avec une année d'interruption quand j'étais en voyage d'études dans le 3e Reich, n'est-ce pas, la déportation. On peut pas faire ça. Et après je suis retourné et j'ai quitté en 56 quand il y a eu la révolution en Hongrie. Et je suis venu en Suisse le 3 décembre 56. János legyen, fenn János legyen, estére oda várom. János neked, nehogy álmos legyen, mert én azt ki nem állom. Jaj, szeretném hallani, szerelmet vallani, csak az a kívánságom, János legyen, fenn János legyen, estére. Mon cher frère, mon ami, moi je pense beaucoup à vous. Pas seulement quand on prie pour les morts. Vous vivez avec moi dans mon quotidien, dans mes rêves. La mort n'est pas l'oubli, c'est l'oubli et la mort. Maman a consigné toutes les dates importantes dans son petit Rachel, son livre de prière. Mon cher petit Chani est parti depuis Spectradagne le 22 novembre 1942 pour le travail obligatoire. Disparu vers Krasnoye en janvier 1943. Le 5 avril 1944, obligation de coudre les 3 jours. Nous commençons déjà à oublier tous ces événements. Et les survivants comme moi, nous sommes de moins en moins, nous sommes des derniers du Mohicans. Et je crois que c'est pour ça, ce travail que nous faisons ensemble est très important pour les Slovaques qui nous ont. Je crois qu'ils ont oublié que la guerre est finie. 1948, 11e mois. Je crois que j'ai jamais été à la synagogue. C'est à l'époque que je vous ai parlé qu'on avait une rupture entre moi et Dieu, parce que je ne crois pas Dieu était toujours avec moi, mais peut-être je ne veux pas savoir sa présence. Bon, il y a le temps qui a passé, il y avait la grande réconciliation entre Dieu et moi, et aujourd'hui notre contact, c'est beaucoup meilleur, beaucoup mieux qu'avant.
vous avez vu le visage de Laszlo. Un visage empreint de tristesse et de joie. Un visage marqué par l'inhumanité de la Shoah. Un visage pourtant confiant dans l'espérance du peuple juif et du monde. Un visage qui croit en l'homme, malgré toutes les souffrances et malgré l'absurdité des attitudes humaines. Ce visage était l'expression du secret de l'âme juive. Laszlo avait le sens de ce secret, presque de façon innée. Je voudrais citer ce que Laszlo écrivait à propos du chazan, du chantre de sa communauté. Ce chazan était avec son fils à Auschwitz. Le fils, je cite Laszlo, le fils de notre chazan avec sa chaise roulante était dans la colonne des invalides voué à une mort certaine et imminente. Le père était dans l'autre colonne, avec les personnes destinées au travail forcé. Son fils l'a regardé désespérément. Et notre chazan a changé de colonne et a poussé la chaise roulante de son fils. Il est allé dialoguer avec le bon Dieu. Et quand Laszlo parlait du sentiment que les mélodies du chazan faisaient naître en lui, il disait on avait le sentiment que ces mélodies venaient directement de là-haut, que son âme était à la fois ici et dans un autre monde. Cet homme qui a œuvré de façon continue pour qu'il n'y ait pas d'oubli, comme il le dit lui-même, la mort n'est pas l'oubli, seul l'oubli est la mort. Cet homme qui a œuvré pour la mémoire de l'identité d'Israël, cet homme qui a œuvré pour que cette flamme ne s'éteigne jamais, cet homme a aussi œuvré pour l'amour de l'humanité. Il disait lui-même, la haine les a tués, que l'amour garde leurs souvenirs. Il était à la fois l'homme de l'identité d'Israël et l'homme de l'universel. Mais ce ne sont pas deux idées complémentaires ou deux notions complémentaires, car une des facettes fondamentales de l'identité d'Israël est justement de faire lien entre les différentes sensibilités de l'humanité, entre les différentes valeurs de l'humanité, pour que ces valeurs ne se transforment pas en absolus, que ces absolus ne se transforment pas en idéologie, et que ces idéologies ne se transforment pas en idolâtrie meurtrière. Laszlo avait le sens de la musique. Il était un des fondateurs des Amis de la musique juive. Il avait le sens de la musique pas simplement parce qu'il aimait chanter, mais aussi parce qu'il savait mettre les valeurs en harmonie, parce qu'il savait vivre la musique au niveau de l'éthique et au niveau de la morale. Déterminé. Nous disons dans la prière, le prophète l'écrit, Vaya bayomahu yeh Hashem echad ushmo echad. Ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. Un jour, Dieu et le nom de Dieu seront un. Dire que Dieu sera un signifie qu'un jour les valeurs entreront en harmonie et que de ce fait, l'unité recouvrera l'unité et s'enracinera dans l'unité divine. Laszlo était de ceux qui ont fait et qui font et qui feront que Dieu, un jour, sera un. Je voudrais terminer par son visage, parce que ce visage, je l'ai accompagné jusqu'au dernier moment. Ce visage, quand j'enseigne dans mes cours, était au fond de la salle à droite, et quelquefois, pour puiser force et inspiration,
je regardais son visage, parce que ce visage, c'est en hébreu, le visage se dit panim, mais panim, c'est les mêmes lettres que pnim. Pnim, c'est l'intériorité, et l'intériorité de l'âme d'Israël se reflétait sur son visage. Yeri Zichro Baruch, que sa mémoire soit source de bénédiction pour nous tous. Amen. Merci, Monsieur le Grand Rabbin, pour ces mots émouvants, et je peux vous dire, pour avoir connu Laszlo Somogyi, le portrait qui en est fait est encore en retrait. C'était un vrai mensch, dans le vrai sens du terme, et dans la plénitude de ce que représente ce mot. En hommage, une note musicale. Je ne peux pas vous traduire le chant hongrois, mais c'est un chant hongrois qui nous rappelle aussi que Laszlo aimait la musique, et de manière, je dirais, forte et soutenue.
شیر سیان تمالی اکار لساز با Comme je vous l'indiquais, le dernier temps fort de notre commémoration est l'adaptation théâtrale du journal d'Ellenberg. Avant que la pièce nous soit présentée par les acteurs, j'appelle Madame Mariette Job, nièce d'Ellenberg, qui va nous donner une teinte de la manière dont cette pièce a été organisée et de quelle façon elle a, je dirais, fait revivre la mémoire de cette merveilleuse femme qu'est Ellenberg. Bonsoir. Venir vous parler ici du journal de ma tante en ce jour de Yom HaShoah est symboliquement très fort. Je remercie le comité intercommunautaire de Yom HaShoah, M. Joël Herzog, président du comité d'organisation, Mme Michèle Kunzler, conseillère d'État, Mme Stéphanie Lamar, maire de Carouge, et l'ensemble des communautés juives de Genève. La famille vit en France, la famille Baer vit en France depuis de nombreux siècles, et ce profond sentiment d'appartenance à leur pays expliquera en partie leur décision dès 1940 de rester, malgré les risques encourus, et de ne pas abdiquer face à la débâcle. Mon grand-père, Raymond Baer, né en 1888, devient directeur général des établissements Kuhlmann, spécialisé dans la chimie minérale. À 32 ans, il a une des plus grandes responsabilités que puisse assurer un industriel. Après de brillantes études secondaires, Hélène Baer obtient sa licence d'anglais à la Sorbonne, puis en juin 1942, son diplôme d'études supérieures consacré à l'interprétation de l'histoire romaine dans Shakespeare. Elle prépare l'agrégation sur John Keats, mais nous sommes en octobre 1942 et les lois anti-juives de Vichy lui interdisent de passer le concours. Dès l'enfance, elle manifeste un goût prononcé pour l'écriture, fabrique à l'âge de 11 ans un petit journal illustré intitulé Cacahuètes, dont elle se dit être la rédactrice en chef. Elle écrit à l'âge de 14 ans des journaux de voyage, dont le style et la richesse du vocabulaire annoncent déjà la qualité littéraire exceptionnelle de son journal. Elle en commence la rédaction le 27 avril 1942. Contrairement à Anne Frank, de 8 ans sa cadette, elle vit en liberté dans un Paris qui nous parle encore aujourd'hui. La première arrestation de son père, le 23 juin 1942, sous le prétexte que son étoile jaune est fixée à l'aide d'agrafes et de pression au lieu d'être cousue sur son veston, et le départ dès novembre 1942 de son fiancé, Jean Morawiecki, auquel elle dédiera son journal, font basculer sa vie. Elle renonce progressivement à ses passions, ses études, la Sorbonne, la musique, pour se vouer entièrement au sauvetage des enfants. Le 12 août 1943, mes parents, Denise et François Job, se marient. Hélène, se retrouvant seule avec ses parents, souffre de l'isolement et de l'incompréhension face aux événements tragiques qui se déroulent sous ses yeux. Pressentant l'inéluctable, elle décide de mettre à l'abri son violon et son journal auprès d'André Bardiot, cuisinière et femme de confiance de la famille Baer.
Arrêtée le 8 mars 1944, elle sera déportée avec ses parents à Auschwitz le 27 mars 1944, jour de ses 23 ans. Ce qui m'avait le plus frappé, m'a témoigné une de ses camarades de camp, c'était à la fois une sorte de tranquillité et une force vitale qu'elle essayait de nous transmettre. Que nous disait-elle? Elle nous prodiguait des encouragements et arrivait à nous transporter hors du camp, de notre misère sans fond, par la seule magie de ses paroles. Et ce qui frappait aussi, c'était l'élégance morale et, disons, la classe toute naturelle d'Hélène Baird. Atteinte du typhus, sauvagement battue par une gardienne du camp, Hélène meurt début avril 1945, 5 jours seulement avant la libération du camp de Bergen-Belsen par les Anglais. En novembre 1992, suite à des recherches personnelles, je retrouve Jean Morawiecki. Notre première rencontre a lieu le 25 décembre 1992. Le manuscrit est rangé depuis 60 ans dans le haut de son armoire. 2 ans plus tard, lors d'une visite chez lui, il me dit avoir décidé de me faire don du manuscrit. Dans une lettre datée du 18 avril 1994, il m'écrit « Hélène a fait de moi le légataire de son journal. Il ne s'agit pas ici de droit d'auteur, mais du devoir sacré du dépositaire, conserver intact, inaltéré, ce qui lui a été confié. La présente lettre, chère Mariette, fait maintenant de vous la légataire du manuscrit, la dépositaire des pensées et du récit d'un être sublime qui est votre tante. Je vous crois très digne de recevoir le précieux dépôt. » Conservé dans le haut de mon armoire durant 6 ans, je décide en 2000 de le retranscrire et d'en fabriquer quelques livres dont je dépose un exemplaire au Mémorial de la Shoah à Paris. En 2002, je fais don du manuscrit au Mémorial. Faire connaître ce journal est un acte de survie pour le faire sortir de l'ombre et du silence et transfigurer ce passé qui restait emmuré. Il aura fallu 60 ans et malgré les difficultés et les nombreux obstacles parfois inattendus liés à la publication, le livre paraît en France en janvier 2008. Il s'est vendu à près de 100 000 exemplaires en quelques mois et il est aujourd'hui publié dans le monde entier. L'exposition Hélène Baird, présentée pour la première fois au Mémorial en 2009, voyage à présent en France et à l'étranger. Une version bilingue a été présentée à New York au siège de l'ONU et le mois dernier à l'ambassade de France de Washington. Des enseignants de littérature et d'histoire travaillent sur le journal avec leurs élèves qui vivent ce texte au présent. Un nom, ça n'évoque pas grand-chose, mais un visage, cela représente la vie. Elle est un modèle, un exemple pour nous tous, témoigne une jeune fille de 15 ans. Enfin, pour les revenants, le journal est une formidable revanche. Simone Veil, qui m'a fait l'amitié de préfacer l'album illustré du journal paru récemment, me confie avoir laissé quelque chose en elle d'Hélène Baird au camp. C'est son alter ego. Je suis heureuse, aujourd'hui, de pouvoir leur dire oui, la transmission se fait. Hélène Baird veille sur nous et à travers elle, ces millions d'âmes auxquelles nous sommes en lien aujourd'hui, leur assure une survie dans l'éternité. Merci à Gila Clara-Kessous, initiatrice de cette représentation et qui prête avec tant de talent sa voix à celle d'Hélène Baird. Merci à Pierre Tréhardy qui en a fait l'adaptation. Merci à Stephen Fries, Michel Thoman, Nelly Usan et les enfants Teddy Hadjedz, Marc-David Rabeus, Zahara Zaguri, qui nous donnent à entendre les voix de toutes ces vies confisquées. Je vous remercie. Vous avez ainsi une illustration de l'histoire du journal d'Hélène Baird. Nous allons maintenant avoir une pièce comme le disent les acteurs qui vont la jouer, dans l'espace et dans le temps et en mouvement. Pas très traditionnel, il n'y a pas de statique, il y a du mouvement. Je vous laisse apprécier et je suis sûr que ça vous plaira.
Je viens de recevoir la visite d'un ancien prisonnier. Il avait les yeux creusés, la maigreur des prisonniers libérés. Sa visite m'a fait plaisir, car c'est un homme qui a souffert, qui a vu et qui comprend. Il m'a raconté que près de Hambourg, dans une ferme, il avait vu arriver une vingtaine de femmes juives, déportées de Vienne, de tous les milieux, certaines très bien. Je lui ai demandé comment elles étaient traitées. Avec une brutalité inouïe. Réveillées à coups de cravache à 5 heures, envoyées au champ toute la journée, et rentrant le soir, couchant dans 2 chambres minuscules sur des lits superposés. Le fermier les brutalisait. Sa femme avait un peu pitié et les nourrissait, à peu près. Qui avait donné le droit à ce fermier de traiter comme des bêtes des êtres humains qui lui étaient sûrement supérieurs dans leur valeur spirituelle? Il m'a dit aussi qu'en 1941, il est arrivé à son stalag des milliers de prisonniers russes dans un dénuement effroyable, mourant de faim. Le typhus s'est établi là-dedans. Des centaines mouraient chaque jour. Chaque matin, les Allemands allaient achever à coups de revolver ceux qui ne pouvaient plus se lever. Alors, les malades, pour ne pas subir ce sort, se faisaient soutenir sous les bras par leurs camarades valides pour être dans les rangs. Les Allemands donnaient des coups de crosse sur les mains de ceux qui les soutenaient. Les malades tombaient. Ils les entassaient sur des charrettes en les dépouillant de leurs bottes et de leurs vêtements. Ils menaient jusqu'à une fosse où ils les déchargeaient avec des fourches à fenier et les jetaient dans la fosse pêle-mêle avec les cadavres. Un peu de chaux vive là-dessus et c'était fini. Horror. 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 Je reviens de chez la concierge de Paul Valéry. Je me suis enfin décidée à aller chercher mon livre. Après le déjeuner, le soleil brillait. Il n'y avait pas de menace de giboulée. Je sonnais au 40. Un fox terrier s'est précipité sur moi en aboyant. La concierge l'a appelé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que monsieur Valéry n'a pas laissé un petit paquet pour moi? À quel nom? Mademoiselle Baird. Merci. À votre service. Elle a fouillé et m'a tendu mon paquet, dans le même papier blanc. Et je suis repartie, ayant juste eu le temps de voir que mon nom était inscrit d'une écriture très nette, à l'encre noire sur le paquet. Une fois de l'autre côté de la porte, je l'ai défait. Sur la page de garde, il y avait écrit de la même écriture... Exemplaire de mademoiselle Hélène Baird. Au réveil, si douce la lumière et si beau ce bleu vivant. Paul Valéry. Et la joie m'a inondée. Une joie qui venait confirmer ma confiance, qui s'harmonisait avec le joyeux soleil et le ciel bleu tout lavé au-dessus des nuages ouatés. Je suis rentrée à pied avec un petit sentiment de triomphe à la pensée de ce que les parents diraient et l'impression qu'au fond, l'extraordinaire était le réel. Pensons à autre chose, à la beauté irréelle de cette journée à Aubergenville. Cette journée s'est déroulée dans sa perfection. Depuis le lever du soleil, plein de fraîcheur et de promesses, lumineux, jusqu'à cette soirée si douce et si calme, si tendre, qui m'a baignée tout à l'heure lorsque j'ai fermé les volets. Ce matin, en arrivant, après avoir épluché les pommes de terre, je me suis sauvée au jardin, sûre de la joie qui m'attendait. J'ai retrouvé les sensations de l'été dernier, fraîches et neuves, qui m'attendaient comme des amis. Le foudroiement de la lumière qui émane du potager, l'allégresse qui accompagne la montée triomphante dans le soleil matinal, la joie,
à chaque instant renouvelé d'une découverte, le parfum subtil des buis en fleurs, le bourdonnement des abeilles, l'apparition soudaine d'un papillon au vol hésitant et un peu ivre. Sur un tableau, on croirait ce verre irréel. Tout cela, je le reconnaissais avec une joie singulière. Je suis restée à rêver sur le banc là-haut, à me laisser caresser dans cette atmosphère si douce qu'elle faisait fondre mon cœur comme de la cire. Et à chaque moment, je percevais une splendeur nouvelle, le chant d'un oiseau qui fusillait dans les arbres encore dénudés et auquel je n'avais pas encore fait attention, et qui soudain peuplait le silence de voix, le roucoulement lointain des pigeons, le pétillement d'autres oiseaux. Je me suis amusée à observer le miracle des gouttes de rosée sur les herbes. En tournant un peu la tête, je voyais leur couleur changer, du diamant à l'émeraude, puis à l'or rouge. L'une d'elles est même devenue rubis. On aurait dit des petits phares. Tous ces coloris de pastel. Brusquement, en renversant la tête pour voir le monde à l'envers, j'ai réalisé l'harmonie merveilleuse des couleurs du paysage qui s'étendait devant moi. Le bleu du ciel, le bleu doux des collines, le rose, le sombre et les verts embrumés des champs, les bruns et les ocres tranquilles des toits, le gris paisible du clocher tout baigné de douceur lumineuse. Seule l'herbe fraîche et verte à mes pieds mettait une note plus crue, comme si elle seule était vivante dans ce paysage de rêve. Je me suis dit, sur un tableau, on croirait ce verre irréel avec tous ces coloris de pastel, mais c'était vrai. La vérité est que je souffre depuis 1 an de l'absence de Jean, avec une constance et une intensité qui ne me laissent pas douter qu'au fond, le changement que Jean a apporté en moi soit réel. Jamais papa ou maman ne parlent de Jean ni de mon avenir. Sans doute parce que je n'en parle pas, ou sans doute parce qu'ils ne savent pas ce que je pense. Sans doute est-ce mieux ainsi. Il reste encore une immense partie de ma souffrance, celle des autres gens, de ceux qui m'entourent, de ceux que je ne connais pas. La souffrance du monde en général. À la bibliothèque, j'ai revu ce garçon aux yeux gris. À ma grande surprise, il m'a proposé de venir écouter des disques jeudi. Pendant 1/4 d'heure, nous avons discuté musique. Je sais son nom. Il s'appelle Jean Morawiecki. Avant de le savoir, je lui trouvais l'air d'un prince slave. J'ai passé un après-midi merveilleux. Jean nous a emmenés, moi et un de ses camarades que je connais de vue, très laid mais très sympathique, à la Maison des Lettres, rue Soufflot. Jusqu'à 6h30, nous avons écouté des disques. J'ai entendu un quintet de Jean-Chrétien Bach, le début de la 8e symphonie, l'adagio de la 10e. C'était très drôle. Ils m'ont servi du thé et des toasts. Le thé était imbuvable, mais l'attention était touchante. Je suis rentrée avec Jean Morawiecki. Il viendra dimanche et apportera un quatuor de Beethoven. J'ai pleuré en rêve. J'ai rêvé que tu étais morte. Je m'éveillai et les larmes coulèrent de mes joues. Cet après-midi, avec Jean Morawiecki, que la semaine dernière je ne connaissais pas, j'ai lu le poème de Heine. J'ai pleuré en rêve. J'ai pleuré en rêve. J'ai rêvé que tu me quittais. Je m'éveillai et je pleurai amèrement, longtemps après. J'ai pleuré en rêve. J'ai rêvé que tu m'aimais encore. Je m'éveillai. Et le torrent de mes larmes coule toujours. Toujours. T'as vu? Chez Madame Jourdan, j'ai rencontré une amie, avec qui nous avons discuté la question de l'étoile jaune. À ce moment-là, j'étais décidée à ne pas la porter. Je considérais cela comme une infamie et une preuve d'obéissance aux lois allemandes. Juif. Ce soir, tout a changé à nouveau. Je trouve que c'est une lâcheté de ne pas le faire vis-à-vis de ceux qui le feront.
Seulement, si je la porte, je veux toujours être très élégante et très digne pour que les gens voient ce que c'est. Je veux faire la chose la plus courageuse. Ce soir, je crois que c'est de la porter. Seulement, où cela peut-il nous mener? T'as vu? Quoi? T'as rien vu? Oh, mon Dieu, je ne pensais pas que ce serait si dur. Eh bien quoi? J'ai eu beaucoup de courage toute la journée. J'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Mais c'est dur. D'ailleurs, la majorité des gens ne regardent pas. Le plus pénible, c'est de rencontrer d'autres gens qui l'ont. Ce matin, je suis partie avec maman. Deux gosses dans la rue nous ont montré du doigt. Hein? T'as vu? Juif. Juif. Mais le reste s'est passé normalement. Dans l'autobus, il y avait une femme qui m'avait déjà souri avant de monter et qui se retournait plusieurs fois pour sourire. À 4 heures, Jean est entré à la Sorbonne. C'était un soulagement de lui parler. Il s'est assis devant le pupitre et est resté là jusqu'au bout à bavarder, même sans rien dire. Quand tout le monde a eu quitté la bibliothèque, j'ai sorti ma veste. Je lui ai montré l'étoile. Mais je ne pouvais pas le regarder en face. Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il avait été frappé en plein cœur. Je suis sûre qu'il ne se doutait de rien. Voilà, Hélène. J'ai vu votre père ce matin. Il m'a laissé ce petit mot. Je n'avais pas compris un mot de ce que disait M. Duchemin et de ce qu'il continuait à dire, mais j'avais réalisé qu'on venait d'arrêter papa. 9h30, 23 juin. Un inspecteur de police m'emmène rue de Greffule et de là au service allemand. Je ne sais pourquoi. La première fois où je me suis éveillée et que j'ai vu la lumière du matin à travers les volets, brusquement, l'idée m'est venue que papa n'aurait pas son petit déjeuner normal ce matin, qu'il n'arriverait pas à la table du petit déjeuner pour prendre ses morceaux de pain grillé et verser son café. Cela m'a causé une peine immense. 9h30, 23 juin. Un inspecteur de police m'emmène rue de Greffule et de là au service allemand. Je ne sais pourquoi, il se peut que ce ne soit pas pour arrestation ou internement. J'ai prévenu monsieur le maire. Ma femme n'est pas prévenue comme je ne connais pas l'issue de l'affaire. Affectueusement et respectueusement. Vers 12h30, le téléphone a sonné. C'était une voix d'homme inconnu. L'interrogatoire avenue Foch s'était bien passé. Si son étoile avait été bien cousue, on l'aurait certainement relâchée. C'est moi qui l'ai installée. J'ai utilisé des agrafes et des pressions. Elle n'était pas cousue. Des agrafes et des pressions pour pouvoir les mettre sur tous les costumes. L'autre a continué d'affirmer que c'était cela qui avait causé l'internement. Au camp de Drancy, elles sont cousues. Alors cela nous a rappelé qu'il allait à Drancy. À la porte de la préfecture, un agent nous a arrêtés. C'est pour voir un interné qui part pour Drancy. On nous a dit d'apporter cela. À partir du moment où papa est entré dans la salle où nous attendions, il m'a semblé brusquement que l'après-midi se raccrochait automatiquement à ce passé si récent où nous étions tous ensemble et que tout le reste n'était qu'un cauchemar. Quand j'y réfléchis maintenant, je m'aperçois que cela a été une bénédiction. Nous avons revu papa, après la première phase de la tragédie, après l'arrestation. Il nous l'a raconté, nous avons vu son sourire. Nous l'avons vu partir avec le sourire. Nous savons tout, et j'ai l'impression qu'ainsi, nous sommes encore plus unis, qu'il est parti pour Drancy, encore lié plus étroitement à nous. En rentrant, en marchant avenue de la Bourdonnais, je pensais, je crois, à mes souliers. J'ai soudain eu conscience qu'un monsieur venait vers moi. Je suis sortie de ma pensée. Il m'a tendu la main. Un catholique français vous serre la main. Merci. Et puis, la revanche. Je suis partie en commençant à réaliser ce qui s'était passé. Il y avait d'autres personnes dans la rue assez loin. J'avais presque envie de rire. Et pourtant, c'était chic ce geste. Il devait être alsacien. Il avait 3 rubans à sa boutonnière. Ce matin est arrivée la 2e carte de papa. Il décrit sa vie.
une de ces journées. Elles sont lamentablement vides. Il y a dans sa carte une chose qui m'a fait une peine immense. Un petit détail. On peut m'envoyer des groseilles. J'en ai vu dans les paquets arriver ici. Pourquoi cela me donne-t-il envie de m'enfuir à toutes jambes? Il y a quelque chose d'enfantin dans cette phrase. Quelque chose se prépare. Quelque chose qui sera une tragédie. La tragédie, peut-être. Monsieur Simon est arrivé ce soir à 10 heures, nous prévenir qu'on lui avait parlé d'une rafle pour après-demain. 20 000 personnes. Il y a une vague de terreur qui saisit tous les autres gens depuis quelques jours. Il semble que ce soit les SS qui aient pris le commandement en France et que la terreur doive s'en suivre. Il y a eu tellement d'arrestations qu'à Montmartre, les rues étaient bloquées. Le faubourg Saint-Honoré était presque vide. On a séparé les mères des enfants. Une famille entière, père, mère et 5 enfants se sont suicidés au gaz pour échapper à la rafle. Une femme s'est jetée par la fenêtre. Plusieurs agents ont été, paraît-il, fusillés pour avoir prévenu les gens de s'enfuir. On les a menacés de camps de concentration s'ils n'obéissaient pas. Qui va nourrir les internés de Drancy maintenant que leurs femmes sont arrêtées? Les petits ne retrouveront jamais leurs parents. Quelles sont les conséquences lointaines de cette chose arrivée avant-hier au petit jour? 15 000 hommes, femmes et enfants aux Veldives, accroupis, tellement ils sont serrés, on marche dessus. Pas une goutte d'eau. Les Allemands ont coupé l'eau et gaz. On marche dans une mare visqueuse et gluante. Il y a des malades arrachés à l'hôpital, des tuberculeux avec la pancarte contagieux autour du cou. Les femmes accouchent, là. Aucun soin. Les secours cessent demain. On va probablement tous les déporter. Madame Carpentier a vu jeudi à Drancy 2 trains de marchandises où l'on avait entassé comme des bestiaux sans même de paille des femmes et des enfants pour les déporter. 12 juillet 1942, 21h. J'apprends qu'un long déplacement est possible, voire probable. Sachez que vos images et pensées à tous ne me quittent et ne me quitteront jamais. Reçu la carte de papa. Elle est des 12, 13 et 14. Je viens de la recopier pour Madame Duchemin. Maman ne pourrait pas la lui lire sans pleurer. Quoi qu'il arrive, je ferai ce qu'il faudra pour tenir, et j'espère que le bon Dieu me permettra de vous retrouver. Mon Antoinette chérie, je sais que tu auras la force et la foi de supporter cette épreuve, que tu sauras conduire et inspirer nos enfants. Il a été question d'un départ. En la relisant, j'ai vécu une journée avec lui. Je copie ici la dernière demi-page, écrite le 12 au soir, d'une écriture un peu tremblée. Et vous, mes chers enfants, je sais que vous resterez intimement unis, vous appuyant, quoi qu'il arrive, les uns sur les autres. Je suis sûr aussi, mon Antoinette, que tu prendras pour toi et pour Denise et Hélène les décisions que les circonstances commanderaient. 13 juillet, 19h. S'il est possible et encore temps, essayez de joindre au prochain colis-linge le pardessus marron et sa doublure, ainsi que 2 tubes de Gardémal. Depuis mercredi dernier, il me semble qu'une année s'est écoulée. 14 juillet, 11h. Rien de nouveau. Excellente nuit, malgré alerte, après précédente très mauvaise. Matinée occupée par corvée très légère. Je vous embrasse, toutes 3, plus les absents. De toute mon âme et de tout mon cœur. Pabst. J'ai travaillé de 2h à 5h30 hier et de 9h à 12h ce matin, rue de la Bienfaisance, de la paperasserie. On parle de déportation comme d'une chose banale là-bas. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a à Drancy des femmes et des enfants. Tous les jours, il en parle, déportés. Le Veldiv a été vidé et tout le monde envoyé à Beaume. C'est un défilé ininterrompu de femmes qui ont perdu leurs enfants, d'hommes qui ont perdu leurs femmes, d'enfants qui ont perdu leurs parents, de personnes qui viennent demander des nouvelles d'enfants et de femmes, d'autres femmes pleurent. Hier soir, il est arrivé un train entier d'enfants de Bordeaux et de Belfort, des trains comme pour des colonies de vacances. Mais c'est horrible. Une petite fille est venue dire
que l'on avait emmené son père et sa mère. Elle n'avait plus personne. Une lettre de papa. Il finit en disant: Je croyais pourtant que l'astucieuse Hélène me sortirait de mon trou. Ainsi, il a eu confiance. Il a eu confiance. Mais moi, je ne l'avais pas. Il a compté sur moi. Il parle des spectacles qu'il voit. Séparation, départ, abandon de bagages, odeur pestilentielle. Il faut le tirer de là. Il n'est pas un de ceux qui résisteront. J'en suis sûre, madame. Seconde journée avec Jean, à Aubergenville. En arrivant, nous avons commencé par éplucher des pommes de terre. Puis je suis allée avec Jean cueillir des fruits dans le verger là-haut. Lorsque j'y repense, j'ai l'impression d'un enchantement. L'herbe inondée de rosée, le ciel bleu et le soleil qui faisait étinceler les gouttes de rosée et la joie. La joie qui m'inondait. Le verger a toujours produit cette impression sur moi. Mais ce matin-là, j'étais complètement heureuse. Le voyage de retour a été merveilleux. À la gare, il m'a demandé très vite s'il me revoyait lundi. Prise de court, j'ai accepté. Ça me donnait d'ailleurs un point lumineux très proche. Après-demain. J'en suis sûre. Le petit Bernard m'a raconté son histoire, en bégayant avec sa voix enfantine. Sa mère et sa sœur ont été déportées. Et il m'a sorti cette phrase qui semblait si vieille dans sa bouche de bébé. Oui, j'en suis sûre qu'ils ne reviendront pas vivants. Il a l'air d'un ange. Prévenez tous les gens qui ont les leurs à Pithiviers. Hier matin, à la rue de la Bienfaisance, Madame Katz me dit: Prévenez tous les gens qui ont les leurs à Pithiviers d'apporter jusqu'à 10h demain matin vêtements chauds, etc. Ce matin, en partant, le concierge m'avait annoncé qu'à la suite d'un attentat, toute la population serait punie et ne pourrait sortir aujourd'hui. 3 heures à la nuit, 116 otages ont été fusillés. Et il y aura des déportations massives. C'était donc cela. Pour une déportation, on les rase tous. On les parque entre les barbelés. On les entasse dans les wagons à bestiaux, sans paille, plombés. Demain, midi, à 9h ce soir, monsieur et madame Duchemin sont venus. Je suis entrée au salon et ils m'ont embrassée en disant: c'est demain midi. Papa rentre demain midi. J'étais tellement enfoncée dans le bain de misère, tellement hantée par l'idée de ce qui allait se passer, que je n'ai pas eu une lueur de joie. Je n'ai pensé qu'aux autres. J'ai eu l'impression d'une épouvantable injustice, que je ne pourrais jamais appeler cela de la joie. Papa est là, dans la maison. Il va y avoir 6 heures qu'il est là. Il va se coucher. Nous allons passer la soirée avec lui. Il est là. Il marche de long en large dans le salon, l'air absent. Mais il a si peu changé physiquement que c'est un réconfort de le regarder. Lorsqu'il est arrivé, j'ai eu l'impression que les 2 fragments de vie se raboutaient brusquement, exactement, et que tout le reste n'existait pas. Dieu soit loué, cette impression n'a pas duré parce que je sais ce que papa a vu. Parce que je suis plongée dans la souffrance des autres, parce que personne ne peut oublier ce qui s'est passé, et ce qui va se passer cette nuit, et demain. Nous sommes allés sur les berges de la Seine, près du pont des Arts, à côté de 2 pêcheurs. Après, j'ai accompagné Jean avenue de l'Opéra, chez son tailleur, et ensuite à la gare. Dans la foule, à la gare, j'ai eu brusquement peur de le perdre. À ce moment, il m'a pris le bras. Oh, je ne pouvais pas lui expliquer pourquoi j'étais si reconnaissant de ce simple geste. C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. Et brusquement, tout s'est déchiré. Il parle tellement de son départ que je suis arrivée à le redouter. Les parents sont allés à Aubert. À 2h35, j'ai retrouvé Jean à la gare.
Nous sommes rentrés à pied par le cours de la Reine. Il faisait très beau mais très froid. C'était la dernière fois que nous devions nous voir tout seuls. C'est lorsque je ne prévois pas les choses qu'elles sont les plus belles. Toute ma vie, je me souviendrai de cet après-midi, si rempli. J'étais là avec Jean à Saint-Séverin, puis nous avons erré sur les quais. Nous nous sommes assis dans le petit jardin qui est derrière Notre-Dame. Il y avait une paix infinie. Mais nous avons été chassés par le gardien à cause de mon étoile. Comme j'étais avec lui, je n'ai pas réalisé cette blessure. Et nous avons continué à marcher sur les quais. À la fin, l'orage qui menaçait a éclaté. C'est de cet orage que je me souviendrai. Du bruit des cataractes de pluie qui déferlaient des marches des Tuileries. Du ciel sombre et des éclairs roses. Je serais restée des siècles ainsi. Puisque beaucoup de gens auront eu conscience à 22 ans qu'ils pouvaient brusquement perdre toutes les possibilités qu'ils sentaient en eux, que tout pourrait leur être ôté et ne pas se révolter. Je sais pourquoi j'ai écrit ce journal. Je sais que je veux qu'on le donne à Jean, si je ne suis pas là lorsqu'il reviendra. Je ne veux pas disparaître sans qu'il sache tout ce que j'ai pensé pendant son absence, ou du moins une partie. Lorsque j'écris disparaître, je ne pense pas à ma mort, car je veux vivre. Même déporté, je penserai sans cesse à revenir. Si Dieu ne m'ôte pas la vie, et si ce qui serait si méchant, les hommes ne me l'apprennent pas. Si cela arrive, si ces lignes sont lues, on verra bien que je m'attendais à mon sort. Et peut-être celui qui lira ces lignes aura-t-il un choc à ce moment précis, comme je l'ai toujours eu en lisant chez un auteur mort depuis longtemps une allusion à sa mort. Je me souviens toujours, après avoir lu les pages que Montaigne écrivait sur la mort, d'avoir pensé « Et il est mort aussi ?» Cela est arrivé. Il a pensé à l'avance à ce que serait après. Et j'ai eu comme l'impression qu'il avait joué un tour au temps. Je recommence ce journal ce soir, après un an d'interruption. Pourquoi ? J'étais brusquement la proie d'une impression qu'il fallait que j'écrive la réalité, écrire, et écrire comme je le veux, c'est-à-dire avec une sincérité complète, en ne pensant jamais que d'autres liront, afin de ne pas fausser son attitude, écrire toute la réalité et les choses tragiques que nous vivons en leur donnant toute leur gravité nue, sans déformer par les mots. C'est une tâche très difficile et qui exige un effort constant. Car comment guérira-t-on l'humanité autrement qu'en lui dévoilant d'abord toute sa pourriture ? Comment purifiera-t-on le monde autrement qu'en lui faisant comprendre l'étendue du mal qu'il commet ? Tout est une question de compréhension. Car ce n'est pas par la guerre que l'on vengera les souffrances. Le sang appelle le sang. Si l'on arrivait à faire comprendre aux hommes mauvais le mal qu'ils font, si l'on arrivait à leur donner la vision impartiale et complète qui devrait être la gloire de l'être humain, il faudrait donc que j'écrive pour pouvoir plus tard montrer aux hommes ce qu'a été notre époque. Je sais que beaucoup auront des leçons plus grandes à donner et des faits plus terribles à dévoiler. Je pense à tous les déportés, à tous ceux qui gisent en prison, à tous ceux qui auront tenté la grande expérience du départ. Mais chacun, dans sa petite sphère, peut faire quelque chose. Et s'il le peut, il le doit. J'ai peur de ne plus être là lorsque Jean reviendra. Mais ce n'est pas de la peur, car je n'ai pas peur de ce qui pourrait m'arriver. Je crois que je l'accepterai, car j'ai accepté beaucoup de choses dures. Mais je crains que mon beau rêve ne puisse se compléter, se réaliser. Je ne crains pas pour moi, mais pour cette belle chose qui aurait pu être. J'ai pensé dans le métro aujourd'hui, beaucoup de gens se rendront-ils compte de ce que cela aura été que d'avoir 20 ans dans cette effroyable tourmente, l'âge où l'on est prêt à accueillir la beauté de la vie, où l'on est tout prêt à donner sa confiance aux hommes.
Se rendront-ils compte du mérite qu'il y aura eu à conserver un jugement impartial et une douceur de cœur à travers ce cauchemar? Je suis à bout. J'ai reçu ce matin une lettre de Madame Crémieux qui laisse échapper cette phrase. À bout de courage. Elle fait surgir en moi le souvenir du départ de Madame Schwartz, que nous comparions à Madame Crémieux et de son départ le 27 mars 42. Un départ dont on n'a jamais su. Jamais rien su. On a parlé des avant-lignes sur le front russe, où l'on aurait employé les déportés à faire sauter des mines. On a parlé aussi des gaz asphyxiants par lesquels on aurait passé les convois à la frontière polonaise. Il doit y avoir une origine vraie à ces bruits. Et pensez que si je suis arrêtée ce soir, ce que j'envisage depuis longtemps, je serai dans 8 jours en Haute-Silésie, peut-être morte. Que toute ma vie s'éteindra brusquement, avec tout l'infini que je sens en moi. Je rentrais de mon rendez-vous avec Madame Morawiecki, éreintée de ma journée, mais serrant contre mon cœur le savon que Jean m'a envoyé par son intermédiaire. Il est à la lavande. Le parfum qui lui restait sur les mains lorsqu'il m'a quitté. Rien ne pouvait me persuader plus directement qu'il avait pensé à moi malgré le silence qui nous sépare. Une famille, c'est fait pour être ensemble. Un jeune homme envoyé par Madame Détrault a sonné. Il venait nous demander notre avis au sujet de 2 enfants qu'il avait recueillis après l'arrestation du père, de la mère et de 2 plus jeunes, âgés de 12 mois et 2 ans. Arrêtés dans la rue, le père, parce que l'on avait voulu vérifier ses papiers, il avait eu un mouvement pour fuir. On est venu ensuite chercher la famille qui était en train de faire ses mal. Trop tard, hélas. Il paraît que l'Allemand qui est venu arrêter la femme lui disait... Pourquoi ne pas dire où sont les 2 autres enfants? Une famille, c'est fait pour être ensemble. J'ai l'impression que nous sommes la dernière fournée. Et que nous ne passerons pas entre les mailles du filet. Il ne reste plus beaucoup de juifs à Paris. Et comme ce sont les Allemands qui font les arrestations maintenant, il y a peu de chances d'y échapper. Parce que nous ne serons pas prévenus. Je n'ai pas peur. Pourtant, je me demande si ce n'est pas par ignorance des souffrances qu'il y aura à endurer, ignorance de mon pouvoir de résistance. Je me demande si une fois que je serai là-bas, je ne me dirai pas que nous étions fous et aveugles de rester. Je sais très bien que si nous sommes pris, je serai déporté séparément de mes parents, que cette séparation sera une angoisse atroce pour chacun de nous, et en plus, du fait même de la déportation. Je me dirai alors, comment, sachant cela, n'as-tu rien fait pour l'éviter? Si quelqu'un lit ces lignes et que cela soit arrivé, il dira oui. Comment? Comment? Mademoiselle. Je crains pour Jean, car sa vie sera exposée. Si nous nous retrouvons après cela, si j'échappe au danger qui nous menace depuis 2 ans, et si lui il sort de cet ouragan de feu sain et sauf, nous aurons payé cher notre bonheur. Quelle valeur extraordinaire il aura acquis. S'il vous plaît, mademoiselle. À Neuilly, nous avons un petit garçon, arrivé nul ne sait comment. Mis dans les bras des Turcs, libéré de Drancy, il est adorable. Il embrasse sans cesse, il a 4 ans, et paraît très débrouillard. Il est très bien élevé. L'autre jour, il est venu trouver l'une des berceuses. Si cela ne vous ennuie pas, est-ce que vous pourrez faire ma chambre? Il paraît qu'il pleure le soir, en se couchant, en appelant sa mère. Où est-elle? Au camp déporté, nul ne le sait. Combien y en a-t-il de ces petits-enfants qui appellent leur mère? S'il vous plaît. Papa dit qu'il faudra envisager le moment de ne plus rester ici. J'ai toujours peur qu'il ne soit trop tard. S'il sonne, que ferons-nous? Ne pas ouvrir? Ils enfonceront la porte. Alors ouvrir et présenter la carte. Une chance sur 100. Et essayer de filer? Ils seront derrière la porte de service. Refaire les lits en vitesse pour qu'ils ne voient pas qu'on vient de partir. Et vivre une vie de traqué. Je n'ai jamais quitté mon domicile encore. On ouvre? La sommation. L'habillage fébrile, dans la nuit. Emporté. Le sentiment de la catastrophe que cela va être. Du changement total, pas le temps de réfléchir. Tout ce qu'on abandonne. La voiture en bas qui attend. Le camp. La rencontre avec tous les autres qu'on ne reconnaît plus. Cela sera-t-il ou non? Une brutalité inouïe.
un ancien prisonnier. Il avait les yeux creusés et la maigreur des prisonniers libérés. Près de Hambourg, dans une ferme, une vingtaine de femmes juives déportées de Vienne, Réveillé, coup de cravache à 5 heures. qui avait donné le droit à ce fermier de traiter comme des bêtes des êtres humains qui lui étaient sûrement supérieurs dans leurs valeurs spirituelles. Envoyé au champ toute la journée, ne rentrant que le soir. À ce stalag, des milliers de prisonniers russes, des centaines mouraient chaque jour. Chaque matin, les Allemands allaient achever à coups de revolver ceux qui ne pouvaient plus se lever. Couchant dans 2 chambres minuscules sur des lits superposés. Les malades tombaient. Ils les entassaient sur des charrettes et les jetaient dans la fosse, pêle-mêle, avec les cadavres. Et c'était fini. Le fermier les brutalisait, sa femme avait un peu pitié et les nourrissait, à peu près. Mademoiselle, t'as vu? S'il vous plaît. Pourquoi ne pas dire où sont les 2 autres enfants? L'interrogatoire s'est bien passé. T'as pas vu? Ma chambre. Une famille, c'est fait pour être ensemble. Juif. Un catholique français vous serre la main. Est-ce que vous voulez bien refaire ma chambre? Fallait coudre l'étoile, la coudre, l'étoile, fallait la coudre. On ne sépare pas une famille, une brutalité inouïe. J'en suis sûre. Elles ne reviendront pas vivantes. Sûre. Juif. Ris en rêve. J'ai rêvé que tu me quittais. Je m'éveillais. Je pleurais amèrement longtemps après. Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle, ma chambre. Juif. Horror. Juif. Horror. Juif. Oui, l'horreur. N'oublions pas, pour que tout cela ne s'oublie pas. C'est pour cela aussi que nous avons partagé cette soirée, que nous avons vécu cette soirée avec des mots forts qui ressortent de cette pièce, avec ce sentiment de l'inéluctable qui fait que l'issue semble de toute manière fatale. Un grand merci aux acteurs, Aguila Kessou, Stéphane Fraisse, Nelly Usan, Michel Thoman, et aux enfants qui l'ont aussi joué, Teddy Adjes, Marc Rabeus et Yara Zagouri. Il y a aussi à dire un grand merci, avec beaucoup d'émotion, aux personnes qui ont participé à l'allumage des bougies, à M. David Planer, à M. Otto Klein, à M. Herbert Ernst. Malheureusement, Mme Noëlla Rouget n'a pu, pour des raisons personnelles, puisqu'elle a un deuil dans sa famille, venir et partager ce moment avec nous ce soir, mais que ces personnes, résistants comme M. Herbert Ernst, ou rescapés d'Auschwitz comme M. Planer et M. Klein, en allumant les bougies, nous donnent l'espoir que le monde de demain soit peut-être un peu moins meilleur ou moins mauvais que celui dans lequel ils ont vécu et dans lequel nous vivons, pour certains, actuellement. Notre cérémonie, votre cérémonie est terminée. Nous vous remercions de votre participation, de votre ferveur,
de votre force, puisque tout cela nous permettra aussi de continuer à porter le message de la mémoire et de l'absence de l'oubli. Pour accompagner votre sortie, le trio, oui, vous accompagnera et vous aura un medley de musique klezmer. Merci aux musiciens aussi et aux voix qui ont interprété cette musique. Bonne soirée.